Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du lundi 21 février 2022. Alors, on débute cette nouvelle semaine ensemble. Comme d'habitude, on fait un point sur la fin de semaine dernière avant de s'attaquer aux visions graphiques, aux perspectives des différents actifs. Alors, vendredi, en fin de semaine dernière, les indices européens avaient commencé dans le vert. Ils ont par la suite effacé ces hausses dès le début de séance. Pour terminer en territoire négatif. Le DAX a perdu 1% et ce sont bien entendu les inquiétudes persistantes concernant un conflit militaire potentiel entre la Russie et l'Ukraine qui ont largement pesé sur le sentiment de marché. Il y a eu des nouvelles selon lesquelles les séparatistes russes de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, prévoyaient d'évacuer environ 700 000 personnes vers la Russie. Et donc ça à ce moment-là réduit les chances de résolution diplomatique du conflit. Et les médias russes d'un autre côté ont annoncé qu'une voiture avait explosé près d'un bâtiment gouvernemental à Donetsk. Et donc la situation était quelque peu tendue, mais on a eu une amélioration du sentiment après l'annonce d'un éventuel sommet Biden-Poutine, un sommet qui a été annoncé par Emmanuel Macron. Et donc, Joe Biden, président des États-Unis, accepte de rencontrer Vladimir Poutine seulement si la Russie n'envahit pas l'Ukraine. Alors, il y a eu également de nombreux rapports concernant les combats entre l'armée ukrainienne et les séparatistes soutenus par la Russie. Selon ces rapports, les combats se sont poursuivis pendant le week-end. Il y a des échanges de tirs et des images satellites montrent un renforcement continu des troupes et des équipements russes près de la frontière avec l'Ukraine. On notera également que Joe Biden rencontrera les dirigeants du G7 au sujet de l'Ukraine ce jeudi. Alors, selon Reuters, les États-Unis ont fini de préparer donc un ensemble de sanctions à imposer à la Russie en cas d'invasion. Et donc, ce sont des sanctions qui comprendront des sanctions globales contre la Russie, mais aussi des sanctions ciblées, plus personnelles, contre des hauts responsables et des alliés de Vladimir Poutine. Alors, ce qui pèse sur le marché actuellement, ce sont toutes ces tensions géopolitiques justement, mais également la rhétorique hawkish des membres de la Réserve fédérale américaine, et ça a mis la pression donc sur les indices à Wall Street, qui étaient donc tirés vers le bas par ces deux thèmes de marché. Et d'ailleurs, le président de la Réserve fédérale américaine de Saint-Louis, James Bullard, a réitéré son appel à une action forte de la Fed, et la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré qu'elle était favorable à une hausse des taux plus rapide si nécessaire. Et donc la pression à hawkish se maintient et elle vient donc s'ajouter à cette pression des tensions géopolitiques. Et concernant le pétrole, il y a autre chose. On a eu un pétrole WTI qui a oscillé entre hausse et baisse aux alentours des $90 le baril. Alors récemment, Reuters a rapporté qu'un accord visant à relancer l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien prend forme avec plusieurs étapes qui conduiraient finalement à accorder des dérogations aux sanctions pétrolières et qui ramèneraient environ à 1 million de barils par jour les exportations donc iraniennes, donc un retour des exportations iraniennes et donc une hausse de l'offre de pétrole à hauteur de 1 million de barils par jour. Mais ici aussi on est dans l'impasse de la situation en Ukraine et donc le pétrole est tiraillé entre les deux parce que effectivement un pétrole iranien de retour sur le marché mondial, donc c'est 1 million de barils par jour, cela donc est baissier pour les cours du pétrole, que ce soit le WTI et le Brent, et inversement une invasion de l'Ukraine serait très haussière pour les cours du pétrole parce qu'on aurait un retrait de l'offre russe. Donc un pétrole qui est pris en étau entre les négociations nucléaires d'un côté et les tensions géopolitiques, le risque d'une invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les mouvements pourraient être limités sur les marchés. C'est férié aux États-Unis, c'est le President's Day, et donc on peut s'attendre à des volumes d'échanges relativement bas, ce qui devrait normalement rythmer les marchés. C'est l'actualité concernant encore une fois les tensions en Ukraine, et c'est ce qui va animer cette semaine, mais également tout ce qui concerne les débats sur le resserrement des politiques monétaires, notamment de la Réserve fédérale américaine et de la Banque d'Angleterre. Alors il y aura de nombreux responsables
responsables de ces deux institutions qui prendront la parole dans les prochains jours. Donc voilà ce qui devrait rythmer notre semaine. Vous l'aurez compris, les tensions géopolitiques restent sur le devant de la scène et encore une fois, hein, c'est la politique monétaire avec la Fed et la BOE, la Banque d'Angleterre. Voilà pour le contexte de marché. On passe sans plus tarder sur le compartiment des indices boursiers. On va débuter par l'indice russe comme très souvent dernièrement. Vous voyez, hein, ce repli considérable ici du 18 février, on a perdu sur l'indice russe plus de 7%, gap haussier aujourd'hui, mais on perd déjà 2,70%. Donc un indice russe toujours sous tension, et d'ailleurs je vous le rappelle, on est d'un point de vue hebdomadaire à l'intérieur de notre nuage, on va le voir immédiatement, donc on rajoute un nuage hebdomadaire, on retire Tenkan, Kijun, tout ce qui nous intéresse, c'est le nuage, on va le changer de couleur éventuellement pour avoir un minimum de visibilité, et voyez, on est à l'intérieur du nuage hebdo, et donc une sortie de ce nuage et une cassure des 1366 nous ramènerait au support majeur. Et pour intervenir ici, c'est ce que l'on attend, et malheureusement, cette cassure de support interviendrait s'il y avait des tensions supplémentaires, un risque supplémentaire d'invasion de l'Ukraine. Le DAX, c'est le même raisonnement, on ajoute ici notre nuage hebdomadaire sur le DAX et des prix en données journalières. Alors ici, le scénario catastrophe d'une invasion de l'Ukraine impliquerait donc une cassure de la borne inférieure du biseau d'élargissement, et donc on a l'objectif, c'est toujours la même chose. Pour le moment, on est en train de se redresser considérablement, hein, depuis ce matin, on a pris plus de 1,60%. Attention, grosse résistance ici à 15 230 points. En données H4, alors vous allez voir que la situation est similaire. Il y a eu des replis récemment, que ce soit concernant les indices boursiers européens et américains ou concernant les crypto-monnaies. Et donc on va raisonner par rapport à ces replis et donc par rapport à des projections d'Osoda. Ici, vous voyez, on a rebondi sur la projection d'Osoda, très précisément à la précédente projection d'Osoda, ce qui nous permet d'intégrer le nuage. On va voir que la situation est plutôt différente pour les indices américains. Donc ici, le Nasdaq. Donc on est en train de retrouver des couleurs, on est sur un support très important. Si on le casse, alors là, dans ce cas-là, effectivement, on pourrait envisager un Nasdaq aux alentours des 13 300 points, voire seuil psychologique des 13 000 points. Donc on est vraiment sur un gros support, et on va le voir ici en données H4. On a une projection de Soda, c'était la précédente, mais on ne rebondit pas dessus car on était largement en dessous. Donc l'enjeu ici pour le Nasdaq, c'est d'aller chercher la projection de Soda, la précédente projection de Soda, qui correspond plus ou moins au niveau des 14 300 points. Je reviens sur le DAX très rapidement pour voir la différence. Sur le DAX, on rebondit dessus et on est déjà en train de s'attaquer à un autre niveau. Cet autre niveau, c'est notre nuage. Pour le Nasdaq, on a surpassé la projection de Soda et on est en train d'essayer d'y revenir. Et ce sera donc la prochaine résistance. On est bien loin du nuage, contrairement au DAX. Concernant le S&P 500, on n'est pas allé aussi bas que pour le Nasdaq. Un Nasdaq, on est dans les environs du creux de la fin du mois de janvier. Et vous voyez, d'un point de vue H4, on est déjà arrivé à la projection de Soda qui nous a freiné. Donc la hausse s'est vue freinée par cette précédente projection de Soda à 4390. Je vous rappelle que c'est le point D de la vague baissière qui a été entamée début février. Et en cas de franchissement de cette projection de Soda, on a notre nuage qui est renforcé par une Kijun qu'on retrouve ici, et c'est la Kijun journalière. Donc voilà pour le S&P 500. Pour le Dow Jones, de la même manière que pour le Nasdaq, vous voyez, on est encore relativement loin de notre projection de Soda. Donc voilà pour avoir une image globale des indices boursiers. On a des résistances à aller chercher. Cette résistance a été atteinte pour le S&P 500. C'était la projection de Soda. Pour le Dow Jones et pour le Nasdaq, tout reste à faire pour le moment. Quand le DAX, lui, a beaucoup plus d'avance et a rebondi sur sa projection de Soda et s'attaque à son nuage. Donc ça nous permet d'avoir une position relative des différents indices selon des éléments par rapport à des éléments techniques. Ça nous permet de les situer les uns par rapport aux autres. Et on peut même appliquer ce même raisonnement aux crypto-monnaies pour voir un petit peu comment elles se situent. Tout d'abord d'un point de vue journalier, vous voyez le Bitcoin. On a parlé d'une épaule-tête-épaule inversée. On n'a cependant pas cassé la ligne de coup.
Ça n'annule pas les perspectives haussières. D'un point de vue projection d'Osoda, souvenez-vous, on avait un point ici et un objectif relativement proche. Maintenant qu'on a marqué un nouveau creux, notre point C est ici. Donc si on redémarre, c'est beaucoup plus avantageux. Ce point-là d'entrée est beaucoup plus avantageux que le précédent, étant donné qu'il nous renverrait à 53 600 $ environ. Donc ça, c'est pour les données journalières. On notera qu'on est en train de longer le nuage. Vous voyez, on en est sorti par le bas, on est en train de le longer. On pourrait continuer à longer pour aller peut-être même chercher les 37 000 $. Donc ce n'est peut-être pas terminé, mais en tout cas, si ça redémarre, on a des perspectives beaucoup plus intéressantes que dans le cas d'un redémarrage haussier le 17 février à ce niveau-là, car on avait notre point C ici aux alentours des 40 400 $. Et donc effectivement, l'objectif était à 51 000. Et là, le fait de redémarrer mais de plus bas, pour simplifier les choses, nous permet d'envisager un Bitcoin qui va plus haut. Donc voilà comment raisonner avec les projections d'Osoda lorsque l'on réajuste notre point C. Parce que je vous rappelle, on raisonne en vague A, B, C, D avec le point A ici, le point B à ce niveau-là, le point C ici, et notre point D, c'est notre objectif. En données H4, on reprend notre raisonnement des projections d'Osoda comme pour les indices. Vous voyez ici pour Bitcoin, on est revenu sous la projection d'Osoda du repli ici qui avait été entamé en février. Donc on est pile poil en dessous. Qu'en est-il de l'Ether? Concernant l'Ether, on avait abordé également cette figure en épaule tête épaule inversée. On s'est replié en longeant le nuage. À l'heure actuelle, on est largement sous le seuil psychologique des 3000 $. On est à 2740. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le H4. Vous voyez, on est beaucoup plus loin pour l'Ethereum par rapport au Bitcoin de notre projection d'Osoda. Le Bitcoin est arrivé à sa projection et je vais le mettre en épaisseur maximale. Comme ça, on le verra bien. L'Ether, lui, est très loin de sa projection d'Osoda et ça nous permet de faire un parallèle avec les indices. Donc voilà pour les résistances à aller chercher. Concernant Bitcoin, on y est déjà. Concernant Ethereum, c'est aux alentours des 2850 $. On passe sans plus tarder sur le compartiment des matières premières avec ce signal sur le gold en données hebdomadaires qui a été validé. On a eu la clôture hebdo qui nous a permis une lagging span désengagée, libre. Cependant, on a un trou d'air pour la lagging span. Donc, on ne peut pas exclure ici l'éventualité d'un pullback sur l'oblique baissière. Pourquoi j'envisage cette possibilité-là? Parce que on a une lagging span qui a le champ libre. C'est un scénario tout à fait possible. Vous voyez, et donc du coup, ça nous ramènerait très précisément en pullback sur cette oblique baissière avant de repartir éventuellement à la hausse. Donc attention sur le gold cette semaine. On va le voir, on n'a pas réussi à se maintenir au-dessus des 1900 $ l'once, mais on a eu un beau signal tout de même, la cassure de l'oblique baissière à ce niveau-là, mais on n'a pas concrétisé le momentum haussier en se hissant au-dessus des 1900 $ l'once, et après les 1900 $, il y aura ici les 1918 à franchir, et c'est une précédente résistance qui avait renvoyé les cours en net repli. En données H4, pas grand chose également ici. Le plus important pour le gold, ce sont les données hebdomadaires, et c'est ce signal Ishimoku qu'on a vu, et notamment le trou d'air que l'on pourra aller chercher. Le pétrole a été plus ou moins volatile, vous voyez, un pétrole qui est pris en étau entre deux éléments. On en a parlé, notamment l'accord sur le nucléaire iranien, et d'un autre côté les tensions géopolitiques entre la Russie et le reste de l'Occident. Pour le moment, je n'ai pas de vision baissière sur le pétrole, mais tout dépendra concrètement de l'Ukraine. Il faut savoir qu'il y a tout de même, si la hausse de la demande se poursuit, les pays membres de l'OPEP+ ne seront pas en mesure de répondre à la demande en augmentant considérablement l'offre. Et c'est ce qu'on va garder en tête, parce que, souvenez-vous, on va en parler très prochainement. Ce sera le thème sur le marché pétrolier, justement l'incapacité des pays membres de l'OPEP+ à répondre à la demande croissante de pétrole. Je pense que ce sera le dernier catalyseur haussier. Alors excusez-moi. Je reviens sur le graphique. Je pense que ce sera le dernier catalyseur haussier qui nous permettra d'aller chercher les 100 $ le baril. En tout cas pour le Brent, pour le WTI, c'est ce qui nous portera vers les 98 $ le baril. Le gaz naturel
toujours aussi volatile dernièrement. On attend la sortie de nuages ici. On a parlé des différents scénarios et tout dépendra de l'invasion de l'Ukraine. Le café qui marque une pause, on attend qu'il nous dessine quelque chose. Il marque une pause ici sur sa Kijun. Ce qui nous intéresse, c'est le blé avec un signal d'achat en cours. Je vous rappelle que la Russie et l'Ukraine, à eux deux, compte pour 30% des exportations de blé. Donc s'il y avait un réel conflit armé, on peut s'attendre à une destruction de champs de blé en Ukraine, on peut s'attendre à une baisse de l'offre de blé étant donné qu'il y aurait des sanctions envers la Russie et c'est à ça qu'est soumis le blé à l'heure actuelle. Et ici, si on a une validation et donc une lagging span qui sort par le haut du nuage, cela viendrait confirmer ce signal Ishimoku de sortie par le haut du nuage et donc on pourrait envisager un blé aux alentours des 875 et je vous rappelle qu'on a une vision très haussière de long terme et clôturer ici en mensuel au-dessus de ce retracement de Fibo à 78,6%, ce serait un signal de très long terme pour un prochain rallye haussier, peut-être comme celui que l'on a connu en 2006. Voilà pour le blé, on passe à présent très rapidement sur le marché d'échange avec un billet vert en repli, ce qui permet un rebond de l'euro-dollar. Vous voyez ce repli et c'est exactement la même chose pour le gold en hebdo, c'est ce qu'on a vu. On avait un signal Ishimoku et une lagging span avec une marge à la baisse. Et vous voyez qu'elle n'a pas hésité, hein. Il y a une sorte, il y a quelque chose qui l'attire vers le nuage, c'est ce qu'elle fait. Et ensuite, on peut envisager un rebond de la lagging span et donc un rebond des cours. C'est sur la base de ce raisonnement hein, que l'on a émis nos hypothèses sur le gold en données hebdomadaires. C'est simplement des comportements avec les éléments Ishimoku, des choses qui se répètent constamment. Et donc hein, pour ceux qui utilisent Ishimoku régulièrement, je pense que vous avez pu le constater. Et donc un biais vert qui se replie, et ici on n'a pas validé le signal d'achat, au contraire on est en train de donner un signal de vente, mais pour sa validation, il faudra que la lagging span se désengage. Tout cela profite à l'euro-dollar qui vient se hisser au-dessus des 1,1370, mais également le GBP-USD qui revient à 1,36 300 grâce à la faiblesse du billet vert. Mais attention parce que le billet vert pourrait peut-être rebondir, en tout cas en données journalières. On a l'impression d'avoir atteint un support très important. C'est notre nuage renforcé par la Kijun, ce qui pourrait permettre un rebond de la lagging span et donc un rebond du billet vert. Et sur ce, on met un terme à ce nouveau Good Morning Market. Je vous souhaite un très bon début de semaine, un très bon lundi et on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.